Donc, on va parler aujourd'hui sur la physiologie du cervelet. Donc, le cervelet signifie petit cerveau. Petit cerveau. Il ne constitue que 10% du volume total de la masse encéphalique contenue dans le crâne. Donc, il représente 10% du volume total. Donc, il contrôle la sortie du système descendant. Donc, il commande l'équilibre et les mouvements des yeux par la vestibulo-cervelée ou bien vestibulo-cérébellum. Il permet la coordination et l'initiation des mouvements par le pontocérébellum et permet également la synergie, le contrôle de la vitesse, de la force et de la force, de l'amplitude et de la direction du mouvement par sa partie, ce qu'on appelle spinocérébellum. Donc, on va voir successivement un rappel anatomique, puis l'aspect fonctionnel, puis les désordres cérébelleux, précisément l'ataxie. Et on termine par une conclusion. Donc, un rappel anatomique, vous voyez ici que le cervelet est situé en arrière du tronc cérébral. Vous voyez ici donc, c'est le cervelet, il est en position postérieure par rapport au tronc cérébral qui est là. Donc, voici ici le cervelet. Donc, il présente une partie médiane qui, ce qu'on appelle le vermis, et des parties latérales, euh, ce qu'on appelle les hémisphères. Donc, vous voyez ici, c'est le vermis et latéralement, c'est les hémisphères. Donc, un hémisphère ici et l'autre hémisphère est ici. Et donc, également, pour les diviser en lobes, on a le lobe antérieur, lobe postérieur et également lobe flocculo, ce qu'on appelle lobe flocculo-nodulaire. Donc, c'est les différents lobes du cervelet. Donc, à la coupe, le cervelet est constitué d'un cortex entourant la substance blanche au sein de laquelle sont individualisés les noyaux cérébelleux qui sont de l'intérieur vers l'extérieur. On trouve le noyau fastigial, le noyau interposé qui englobe le noyau globulaire et le noyau emboliforme. Et le plus important en volume, c'est le noyau dentelé. Donc, vous voyez ici, donc, les noyaux, les différents noyaux. On parle ici de noyau dentelé qui a qui est plus grande par rapport, qui est plus grand par rapport aux autres noyaux. Et on a également à l'intérieur le noyau fastigial et les noyaux interposés entre les noyaux fastigial et dentelé. Donc, vous voyez que le cervelet, on voit également ce qu'on appelle les pédoncules cérébelleux. On a le pédoncule supérieur, moyen et inférieur qui permet
les connexions au cervelis. Donc, on a dit ça, le cervelis communique avec les autres structures du système nerveux par des fibres afférentes et efférentes, passant par l'un des trois pédoncules qu'on a vu tout à l'heure, c'est les pédoncules cérébelleux, supérieurs, moyens et inférieurs. Donc, les informations circulent dans le cervelis selon trois étapes. Donc, on a les afférences se projettent directement sur le cortex cérébelleux via les fibres moussues et les fibres grimpantes et donnent des collatérales au noyau cérébelleux. Donc, c'est les afférences des cervelets. Donc, il faut savoir que les afférences se projettent sur le cortex cérébelleux. Et ici, les afférences sont assurées par des fibres, on les appelle les fibres moussues et les fibres grimpantes. Et avant d'arriver au niveau du cortex cérébelleux, ils donnent des collatéraux au noyau cérébelleux. On va les voir par la suite. Le cortex cérébelleux se projette sur les noyaux des cervelets. C'est ce qu'on appelle les projections corticonucléaires et les noyaux des cervelets donnent les efférences des cervelets. Donc, les afférences vers le cortex se projette vers les noyaux des cervelets et les efférences sortent des noyaux des cervelets. Donc, en fonction des afférences qu'il reçoit et les efférences qu'il projette sur les autres structures, le cervelet est divisé en spinocervelet, cérébrocervelet et vestibulocervelet. Donc, que vous voyez ici, le schéma. C'est ça, le vestibulocervelet représenté par le lobe flocculonodulaire. Et on a le cérébrocervelet qui représente la partie latérale des hémisphères. Donc, ce n'est pas tous l'hémisphère, c'est la partie latérale. Donc, vous voyez une pointille ici. Donc, c'est à peu près la limite des hémisphères, de la partie latérale des hémisphères. Et on a ici une partie intermédiaire des hémisphères avec le vermis, ici avec le vermis, constitue ce qu'on appelle le spinocérébellum. Donc, c'est en fonction, c'est-à-dire division ou bien en fonction des afférences et des efférences. Donc, on commence par le vestibulocervelet. Donc, on a dit que le vestibulocervelet occupe le lobe flocculonodulaire. Donc, que vous voyez ici, c'est le lobe flocculonodulaire ou ce qu'on appelle le vestibulocervelet. Donc, le vestibulocervelet reçoit des afférences vestibulaires et des afférences visuelles. Donc, les plus importants, c'est les afférences vestibulaires. Ces afférences se terminent principalement sur le lobe flocculonodulaire. Donc, c'est les afférences vestibulaires et se terminent sur le lobe flocculonodulaire. Donc, le vestibulocervelet, on voit ces efférences directement sur les neurones du noyau vestibulaire sans relais au niveau des noyaux profonds. Donc, il faut noter que pour les efférences du vestibulocervelet, ne fait pas relais au niveau du noyau profond du cervelet. D'accord? Donc, c'est une caractéristique du vestibulocervelet. Donc, et les efférences vont directement vers les neurones du noyau vestibulaire.
Donc, que vous voyez donc ici, donc c'est le lobe flocculo-nodulaire. Donc, il reçoit les afférences vestibulaires à partir des vestibules, donc des noyaux vestibulaires. Et par la suite, les efférences, au lieu de passer comme les autres voies, on va les détailler, par les noyaux profonds, donc ils ne passent pas. Ils vont directement vers les noyaux vestibulaires. Et je vous ai dit que c'est une caractéristique des vestibulo-cervelés. Donc, il joue, le vestibulo-cervelé joue un rôle très important dans le contrôle des réactions posturales d'équilibration et dans le contrôle des mouvements conjugués de la tête et des yeux. Donc, c'est le rôle du vestibulo-cervelé. C'est compris? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? C'est compris? D'accord. On continue. En cas donc de lésion, le dernier point, s'il vous plaît. Quel dernier point? On a dit que, donc vous voyez ici le schéma, il faut noter surtout le rôle, je répète le rôle. Le rôle principal du vestibulo-cervelé, c'est bien les réactions posturales, c'est-à-dire de posture et également d'équilibration et dans le contrôle des mouvements conjugués de la tête et des yeux. Donc, les mouvements de la tête et des yeux. C'est la fonction du lobe flocculo-nodulaire ou bien du vestibulo-cervelé. Et donc, vous voyez ici les afférences qui viennent des afférences vestibulaires qui viennent au niveau du lobe flocculo-nodulaire et puis se projettent sur les noyaux vestibulaires. Donc, c'est pour ça, là, sur les réactions posturales et d'équilibration. C'est compris pour Hajar? Pas de réponse. Donc, une lésion du lobe flocculo-nodulaire entraîne des troubles importants de l'équilibre. Donc, ça altère la fonction de ce lobe. Donc, il y aura des troubles importants de l'équilibre, des nausées avec nystagmus prononcé. Donc, euh, c'est les conséquences d'une lésion du lobe, du lobe flocculo-nodulaire. C'est compris jusqu'à présent. Pour le vestibulo-cervelé, il n'y a pas de question. D'accord. On passe au cérébro-cervelé. Donc, le cérébro-cervelé, on a dit que le cérébro-cervelé s'étend sur la zone latérale des hémisphères. Donc, ici, vous voyez, on a dit les pointillés ici pour limiter la zone latérale, la zone intermédiaire. Donc, des hémisphères automatiquement du lobe antérieur et postérieur. Donc, c'est la partie latérale des hémisphères. Donc, des deux côtés. C'est ce qu'on appelle le cérébro-cervelé. Donc, le cérébro-cervelé reçoit des afférences
qui proviennent des noyaux du pont, qui relient les informations en provenance du cortex cérébral. Donc, c'est pour ça, du cortex cérébral contralatéral. Donc, c'est pour ça on les appelle cérébrocerveliers. Donc, il reçoit des afférences qui proviennent des noyaux du pont et qui relient les informations en provenance du cortex cérébral contralatéral. Donc, les afférences proviennent des noyaux du pont. En retour, le cervelet cérébral projette des différences sur les mêmes régions, donc par le noyau dentelé, puis par le noyau ventrolatéral du thalamus. Donc, vous voyez la différence entre le cérébrocervelé et le vestibulocervelé. Donc, le vestibulocervelé ne fait pas de relais au niveau du noyau profond du cervelet. Et par contre, ici pour le cérébrocervelé, il fait, c'est-à-dire, se projette, c'est-à-dire sur le dentelé. Donc, les efférences se projettent ou bien sur le dentelé, puis par le noyau thalamique ou bien le noyau ventrolatéral du thalamus. Donc, si je reviens ici, donc, vous voyez ici, c'est le noyau dentelé qui est plus grand que les autres. Donc, c'est un schéma qui explique, vous voyez, les hémisphères de la région latérale qui, donc, reçoit des afférences à partir des noyaux des ponts qui reçoit les informations des cortex contralatérales. Puis, vous voyez ici les différences, elles projettent des différences au noyau dentelé et de là vers les autres, les mêmes, c'est-à-dire les mêmes zones du cortex, là où viennent les afférences, en passant par le noyau ventrolatéral du thalamus. C'est les afférences et les efférences des cérébrocervelés et dont le rôle, c'est la participation à la programmation motrice. Donc, ça permet la programmation motrice. C'est clair, donc c'est la programmation motrice. Donc, automatiquement, en cas de lésion du cervelet cérébral ou bien du cérébrocervelé, également en cas d'une lésion du noyau dentelé, parce que ça fait partie c'est-à-dire des différences. Les différences passent par le noyau dentelé, entraîne une augmentation du délai de déclenchement ou de fin du mouvement. Donc, avec un troublement en fin de mouvement et des défauts de coordination et de synergie musculaire. Donc, en cas de lésion du cérébrocervelé, on peut trouver ces signes. Donc, c'est un problème au niveau de l'organisation, plutôt au niveau de la programmation motrice. On passe au spinocervelé. S'étend sur le vermis médian et les zones hémisphériques intermédiaires des lobes antérieurs et postérieurs, donc que vous voyez ici.
Donc, c'est le vermis et les hémisphères, les zones hémisphériques intermédiaires. Donc, c'est ce qu'on appelle le spinocervuli. Donc, là, le spinocervuli reçoit des afférences automatiquement spinales par l'intermédiaire de deux faisceaux principaux. Les deux faisceaux principaux, on a le faisceau spino-cérébelleux dorsal et le faisceau spino-cérébelleux ventral. Le faisceau spino-cérébelleux dorsal véhicule les informations en provenance des terminaisons primaires d'origine cutanée, articulaire, mais surtout musculaire, les fibres 1A qu'on a vu des faisceaux neuromusculaires et 1B des organes tendineux qui renseignent sur la longueur et la force musculaire. Donc, c'est pour le faisceau spino-cérébelleux dorsal. Il y a également le faisceau spino-cérébelleux ventral. Ce faisceau reçoit exactement les mêmes informations que les motoneurones. Donc, le cervelet spinal donc, reçoit par ce biais une copie conforme de la commande motrice reçue à chaque instant par les motoneurones et transmise au muscle. Donc, c'est grâce à ce faisceau. Il y a également le faisceau kinio-cérébelleux, né des afférences de la moelle cervicale, véhicule aussi des informations du membre supérieur et du cou. L'information du membre supérieur et du cou est un rôle équivalent au faisceau décrit précédemment. Donc, c'est le faisceau kinio-cérébelleux, là où il y a, c'est-à-dire, on trouve des afférences de la moelle cervicale. D'accord? Et les informations du membre supérieur. Et cou également. Les différences, maintenant, le spinocervelet projette des différences à partir, là, les différences diffèrent selon les parties du spinocervelet. Donc, on a le vermis et les hémisphères intermédiaires. Donc, les différences, ce n'est pas les mêmes pour les deux. Pour le vermis, à partir du vermis, les différences se font sur le noyau fastigial qui projette bilatéralement sur la formation réticulée pontique et les noyaux vestibulaires latéraux. Donc, pour le vermis, il se projette donc sur le noyau fastigial. Et puis, du fastigial se projette bilatéralement sur la formation réticulée et noyau vestibulaire. Donc, pour le vermis, donc, vous voyez ici, donc, c'est les afférences, les faisceaux spinocérébelleux, puis à partir du vermis, et l'on voit des différences vers le noyau que vous voyez ici, c'est le noyau fastigial, et puis de ce noyau, et l'on voit donc des projections bilatérales sur la formation réticulée et la formation réticulée, vous voyez ici, et les noyaux vestibulaires, comme vous voyez au schéma, donc c'est de façon bilatérale, d'accord? Il y a donc également la zone hémisphérique intermédiaire, projette sur le noyau interposé et de là sur le noyau rouge contralatéral qui a pour assurer la motricité axiale et proximale, et sur le cortex moteur contralatéral également via le noyau ventrolatéral du thalamus pour la motricité distale. Donc, c'est la zone hémisphérique donc, qui projette noyau interposé et du noyau interposé soit vers les noyaux rouges ou bien
vers le cortex cérébral en passant par le noyau ventrolatéral du thalamus. Donc, vous voyez ici, donc les différences qui se projettent sur les noyaux omboliformes et globuleux, qui sont, on a des noyaux interposés, et donc, vous voyez ici les deux noyaux, des noyaux interposés. Donc, on a noyau emboliforme et noyau globuleux. Donc, et de là, de ces noyaux vers le noyau rouge et vers également le cortex, le noyau rouge contralatéral et même pour le cortex contralatéral. Et on a dit que pour le noyau rouge, c'est ce qui est la motricité proximale. Et pour les fibres qui vont vers le cortex, c'est pour ce qui est motricité distale, donc c'est vers le côté contralatéral. Donc, le spinocervellé contrôle également l'activité posturale et l'exécution du mouvement, soit volontaire ou automatique. Donc, pour le spinocervellé, c'est la posture ou bien l'activité posturale et l'exécution des mouvements, que ce soit volontaire ou automatique. Donc, une lésion, donc, ça diffère selon que cette lésion est sur le vermis ou bien sur la zone intermédiaire, hémisphérique intermédiaire. Donc, pour lésion du vermis ou bien du noyau fastigial, donc cette lésion affecte particulièrement la musculature axiale et proximale avec des tremblements du tronc et pendant la locomotion également, une phase d'appui, ce qu'on appelle une phase d'appui allongée et une phase de rappel écourtée. Donc, c'est ça pour la lésion du vermis ou bien du noyau fastigial. On dit également ou bien du noyau fastigial parce qu'on a dit que les efférences qui sortent du vermis projettent sur le noyau fastigial et pour la zone hémisphérique sur le noyau intermédiaire, sur plutôt le noyau interposé. Donc, c'est clair jusque-là. D'accord. Donc, pour la lésion, en cas de lésion de la zone hémisphérique intermédiaire ou bien du noyau interposé, ça entraîne une ataxie, une dysmétrie et un tremblement dans les membres ipsilatéraux. Donc, vous voyez peut-être ici, on a mis ipsilatéraux. Et là, on a vu ici, pour l'avoir, que ça croise vers l'autre côté. Donc, ça croise vers l'autre côté, mais si le cortex, on a vu le cortex moteur, ça croise et va vers l'autre côté. Donc, ça, c'est le même côté que les hémisphères. Donc, l'hémisphère croise et pour la motricité, ça croise également. Donc, ça reste. C'est pour ça, lors d'une lésion, on a dit, c'est tremblement on a des tremblements dans les membres ipsilatéraux.
Donc, vous voyez ici un schéma qui montre un petit peu l'histologie du cervelet avec les cellules de Purkinje ou bien de Purkinje que vous voyez ici. Donc, et des cellules vers donc, du cervelet, c'est le cortex, vers les noyaux profonds. Et vous voyez ici, on a dit que les afférences se font par des fibres moussues et des fibres grimpantes, des faisceaux. Vous voyez ici les faisceaux spinocérébelleux, dorsal, ventral, cortico-pontocérébelleux et les noyaux vestibulaires, etc. Donc, en allant vers le cortex, on a déjà parlé que l'on voit des collatérales vers les noyaux profonds des cervelets que vous voyez ici. Et donc, ça stimule, que ce soit par les fibres grimpantes directement les cellules de Purkinje ou bien par le biais des cellules, ce qu'on appelle les fibres parallèles des cellules de grain et stimuler les cellules également. Vous voyez les fibres parallèles et stimuler les cellules de Purkinje. Donc, et vous voyez ici, donc, les noyaux profonds, donc c'est toujours c'est-à-dire euh, sous l'influence des cellules de Purkinje qui sont inhibitrices GABAergiques. Donc, et puis, ici, vous voyez donc de ces noyaux vers les voies motrices descendantes et